va passer de nouveau au cours sur sur le chapitre sur les pieux, et on finira alors avec l'exercice CPT, enfin l'exercice essai de sol plutôt. Donc, j'ai bien reçu pas mal de vos travaux hier. Il y a il y a du très bon, il y a du moins bon en général. Il y en a qui l'ont vraiment très très bien fait, mais sur plusieurs travaux que j'ai regardés, il me manque un petit peu quelque chose de capital pour moi qui sont les ordres de grandeur. Donc, par exemple, vous mettez euh, une paroi en pieu séquent, par exemple, ou une paroi moulée, ou n'importe quoi, et il n'y a pas d'épaisseur. Il n'y a pas de niveau supérieur, il n'y a pas de niveau inférieur. Il y a un ancrage, par exemple, mais il n'y a pas de niveau pour l'ancrage. Donc, ce sont deux, trois petites choses voilà, qui sont pas top top. Je vous promets qu'avant la fin du mois, je vous donnerai un feedback aussi bien pour le premier travail que pour ce travail-ci, personnel par groupe. Et donc, je vais passer à travers tout ça. Et donc, s'il y en a où je trouve que ce n'est pas suffisant, je prendrai contact, enfin, je vous enverrai un mail disant que ce n'est pas suffisant et je proposerai même qu'on en discute ensemble si certains d'entre vous trouvent que ce n'est pas justifié. Donc, si on revient à notre exercice par vertical, donc on avait le premier projet qui est à Abidjan, en ville. Et donc, on va construire une grande tour à Abidjan. On a ici l'image ici derrière, la tour F, qui sera la plus grande tour d'Afrique, la plus haute tour d'Afrique. Les travaux viennent de commencer. Et donc, en fait, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'est-ce qu'on peut faire ici. Pour débuter, et ça c'est très important, un talus, donc une fouille ouverte, c'est toujours le moins cher. On est à Abidjan, si on regarde ici, on a le terrain, on voit qu'ici à droite, ben, il n'y a pas grand-chose, ici à gauche, il n'y a pas grand-chose. Donc déjà, sur ces deux faces-ci, je vais venir faire un talus ouvert. Et je vais pas commencer à mettre une paroi qui va me coûter beaucoup d'argent. Après ça, j'ai les deux faces qui sont du côté des boulevards, où là, de ce côté-ci, j'ai un peu de place sur le trottoir, eh bien, je pourrais dire, OK, je vais faire une paroi, je vais faire un talus, et je vais commencer à construire en fait un mur en L, le mur de ma cave, par passe par exemple, par passe de 2-3 mètres, et puis ainsi de suite. Ça aurait été une première solution. L'autre solution, ici on a dans du sable, on peut mettre certainement un mur en pale planche, on a quand même 10 mètres, donc il faudra l'ancrer. On peut mettre un mur en paroi en pieu séquent, ou on peut mettre une paroi moulée. Donc, c'était très ouvert, mais ce qui était important pour moi, ou en tout cas, qui est quelque chose qui était important, c'est de dire qu'ici, sur les deux faces-ci, eh bien, le moins cher, c'est un talus, et donc, il ne fallait pas avoir peur de le faire en talus. Et ici, alors, mettre un blindage, et alors, tous les blindages étaient possibles. On pouvait même, il n'y a pas d'eau, donc on pouvait même aller avec une berlinoise, on peut aller sur tout et n'importe quoi. Donc, ce qui m'intéressait là aussi, c'est de voir le niveau supérieur que vous avez mis, le niveau inférieur d'excavation qui était donné avec trois niveaux de parking, l'ancrage, etc. Deuxième exercice, c'était plein cœur de Bruxelles. Et donc, on a abattu 6 maisons, je me souviens bien, pour construire l'immeuble ici. On a de nouveau plusieurs zones. On a la zone arrière ici, où on a en fait des jardins. Et donc là, on aurait pu faire de nouveau un talus ouvert. On a la zone côté rue, où là, on va venir clairement avec une solution en pieu séquent. Pourquoi? Parce que j'ai la rue à tenir. Euh, je veux faire en sorte que ce mur soit finalement mon mur de cave pour perdre le moins d'espace possible. Pas devoir mettre une paroi et puis un contre-mur devant qui va prendre beaucoup de place. Et puis alors, un pieu séquent, pourquoi? Parce que j'ai très peu de linéaire. Et donc, comme j'ai très peu de linéaire, je ne vais pas mobiliser une paroi moulée ou quoi que ce soit. Je suis en ville, donc je veux quelque chose qui soit sans vibration. Si je viens mettre des pales planches ou des choses comme ça, je vais avoir des vibrations importantes qui risqueraient de causer des dégâts aux immeubles environnants. Donc là, clairement, pour le mur avant, je vais venir avec une paroi en pieu séquent. Pour les murs latéraux, là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, la solution, entre guillemets, préférée de l'architecte, parce qu'elle va faire en sorte que ma cave soit la plus grande,
c'est de venir faire des reprises en sous-œuvre sur les deux bâtiments adjacents. Et donc là, je vois la reprise en sous-œuvre. Je vais bien voir aussi qu'on a mis un ancrage, puisqu'on va quand même relativement profondément par rapport au niveau des fondations actuelles. Donc je voulais voir le niveau inférieur, etc. Mettons. Mais comme je l'ai dit au cours, c'est quelque chose qui est quand même très cher. Et donc, l'autre solution, et là l'architecte va moins l'aimer, c'est de dire, eh bien, on va mettre un mur en pieux séquent, ici à l'intérieur du bâtiment, et donc on va réduire la taille de la cave, et on va venir ancrer ce mur en pieux séquent, tel que les déformations de ce mur soient les plus petites possibles, et que donc j'ai peu d'impact sur les fondations du bâtiment à côté. C'est la deuxième solution. Troisième solution, c'est de dire, je vais faire un genre de système de reprise en sous-œuvre, et je vais venir mettre en dessous de mes fondations existantes des colonnes en jet grotting qui vont prolonger mes fondations à un niveau plus bas. Et de nouveau, alors je vais voir les colonnes en jet grotting et avoir comment dire, les ancrages pour montrer que je vais stabiliser mon système. Donc, pas mal de solutions possibles là aussi. Mais chaque fois, ce qui m'intéresse, c'est de voir pourquoi est-ce que vous avez choisi ça, ainsi de suite, un petit peu comment vous avez développé vos solutions. Et voir aussi de nouveau vos ordres de grandeur, quelle profondeur on va mettre, quelle fiche on a mis, et ainsi de suite. Dernier projet, la tour CBX à Paris. Alors, ceci est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a en fait très peu d'espace. Et donc, comme on a très peu d'espace, qu'on est en plein centre de Paris et qu'on a finalement une surface assez petite, eh bien, on va avoir en gros deux grandes familles de parois qu'on peut utiliser, soit faire un mur en pieux séquent, soit faire des parois moulées. Alors, le mur en pieux séquent, l'avantage, c'est que j'ai une machine qui va travailler à son aise et qui va faire toute la paroi périphérique. On est à Paris, donc on a des marnes et caillasses, et en dessous, on a de la craie. Donc, ça veut dire que je vais quand même avoir un système de pieux, je veux dire, séquent, pieux forêt séquent. Donc, je ne vais pas pouvoir utiliser un système de double rotation. Donc, je vais avoir une production faible. Et puis, toute ma tour, ici, est sur pieux aussi. Et donc, un peu de savoir, est-ce que je vais mettre des pieux ou bien est-ce que je vais mettre des barrettes. Et donc, en fonction des fondations que vous allez choisir pour la tour en elle-même et de l'espace que vous avez, de comment vous allez gérer votre phasage de chantier, etc., on va choisir soit des pieux séquents, soit des parois moulées. Pour la petite histoire, la tour CBX, on a fait des parois moulées. Pourquoi? On avait des parois moulées et alors toute la tour est fondée sur des barrettes. Par contre, ici, juste à côté, on a fait la tour Carpe Diem après. Et bien là, on a tout mis en pieux séquents et on a mis des pieux centraux. Donc, pour vraiment dire que les deux solutions sont relativement équivalentes. Voilà, comme ça, vous avez une vue globale des choses. Point de vue ordre de grandeur, ici, on va avoir une paroi qui va faire à peu près 1 mètre d'épaisseur. On a 3 niveaux de sous-sol, donc ça veut dire qu'on va à peu près à 10 mètres de profondeur. Et alors, de nouveau, on va avoir une paroi qui peut être ancrée. Et alors, on va avoir un tiers de fiche par rapport aux 2 tiers de hauteur. Donc, on va avoir 3 mètres 50 de fiche. On va avoir le niveau d'ancrage qui va être relativement élevé, mais pas trop élevé, parce que je vais faire en sorte qu'il passe en dessous de mes impétrants et de mes égouts. Donc, je vais le mettre à 3 mètres 50 de profondeur. On peut avoir une solution tout à fait différente avec un système de butonnage à l'intérieur de ma fouille. Ma fouille n'est pas très grande ici. Pour voir le meunier, on va avoir des pieux séquents de 60 sur la rue. On va avoir une colonne jet routing qui va avoir deux colonnes l'un à côté de l'autre, mais aussi de 60-80 cm. Ou bien une reprise en sous-œuvre aussi avec une largeur de fondation qui va être de 60 à 70 cm. On a un talus ici. Et si on va sur la gendarmerie, on va avoir soit une pale planche, tout le long ici de nouveau on a 10 mètres à reprendre, donc c'est quand même assez important. Soit on va mettre une petite pale planche, une AZ18, AZ22, et on va mettre 2 niveaux d'ancrage. Soit on va mettre une paroi moulée, et là on va avoir une paroi de l'ordre de 80, de 1 mètre à 1 mètre 20 d'épaisseur. Soit des pieux séquents qui vont aussi être de l'ordre de 1 mètre de diamètre. Voilà, vous avez des questions? J'étais un petit peu vite, hein, mais sur les travaux, je vais vous mettre plus de commentaires, etc. Comme ça, vous verrez un petit peu mieux les choses.
Ok, très bien. Ben, on va continuer sur le coup alors. Donc, je rappelle, on est dans le chapitre sur les pieux. On a vu premièrement un rappel théorique sur les capacités portantes de pieux, comment on les calculé. Et je rappelle simplement ce que j'ai dit plusieurs fois. Donc, un pieu est calculé par sa capacité portante, mais sa capacité portante est limitée en fait par son déplacement. Et donc, on va toujours dire qu'un pieu a atteint la rupture une fois que son déplacement est de l'ordre de 1/10 de son diamètre. Et donc, on a vu la différence entre les pieux à refoulement et les pieux à extraction de sol. Et donc, on a vu dans le cadre de rappel théorique que finalement, ces deux pieux, pour un pieu de même diamètre, de même profondeur, si j'accepte un déplacement infini, eh bien, leur capacité est plus ou moins la même. Par contre, si je prends une capacité à un diamètre, avec un déplacement égal à 10% du diamètre du pieu, eh bien, j'ai beaucoup moins de capacité avec un pieu avec extraction de sol qu'avec un pieu à refoulement de sol. Donc, on a bien expliqué qu'avec le refoulement, on a quelque part une pré-contrainte du sol qui se fait et qui fait que finalement, ce sol tient beaucoup mieux et beaucoup plus rigide. Alors que quand j'excave le sol, eh bien, j'ai une décompression du sol et donc ce sol est moins rigide et donc crée plus de déplacement. Et donc, juste pour bien rappeler, hein, donc on a des pieux à extraction de sol ou à refoulement et en fait, à la limite, entre guillemets, si j'accepte des déplacements très très importants, eh bien, j'ai finalement la même charge qui peut être reprise. Par contre, quand je limite mes déplacements à 1/10 du diamètre, eh bien, j'ai des capacités portantes qui sont fort différentes. Donc, on a vu tout ce rappel théorique avec de Beer, les calculs, etc. Et après ça, on a vu tout ce qui était les pieux battus en béton préfabriqué. On a vu les pieux en acier. Et on a vu tout ce qui était les pieux battus, entre guillemets, mais coulés en place. Donc, on a vu les pieux franquis, les vibropales. Et si je me souviens bien, on était arrivé plus ou moins là-dessus. Et on avait fini avec les pieux en acier avant les vacances. Aujourd'hui, on va vers des techniques qui sont différentes. On va commencer par les pieux forés, puis on va les pieux forés avec extraction de sol. Et puis alors, on va voir toutes les améliorations, entre guillemets, qui ont été faites sur les pieux forés à la base, je vais dire, pour finir avec tout ce qui sont les pieux vissés à refoulement complet. Pour débuter, pieux foré. Alors, c'est entre guillemets le pieu le plus connu, je vais dire. Qu'est-ce que l'on va faire? On va venir creuser un trou dans le sol. On va mettre une cage d'armature à sec, ou en tout cas avant bétonnage. On va venir bétonner le pieu. Deux grandes familles de pieux forés. Les pieux forés qui sont faits avec un tube pour retenir les terres, et les pieux forés qui sont faits sous bentonite. Si on regarde la technique de construction, on a ici un pieu foré tubé. Et donc, comment ça fonctionne? Je vais déposer mon tube, enfin, je vais le louvoyer légèrement, donc je vais le faire tourner pour le rentrer un petit peu dans le sol. Je vais venir creuser dans le tube. Une fois que j'ai atteint une certaine profondeur, je vais de nouveau louvoyer et donc faire tourner le tube pour le faire descendre plus profondément. Je vais, une fois que je suis à une certaine profondeur, je viens rajouter un morceau de tube au-dessus. Ce morceau de tube fait à peu près 2 mètres, que je connecte au tube inférieur, je creuse, ainsi de suite, et je descends. Une fois que je suis en pied, je nettoie bien le fond de mon trou, je mets mes armatures, et au centre de mes armatures, je mets mon tube plongeur et je bétonne mon pieu. Tout en bétonnant, je vais remonter mon tube au fur et à mesure, et puis je vais enlever mon tube complètement, de nouveau en le louvoyant, dans le tournant, en le faisant tourner sur lui-même. Pour ne pas avoir de claquage en fond, ici j'ai un pieu foré avec une nappe qui est à ce niveau-ci, et donc je vais faire en sorte que le niveau d'eau dans mon tube est toujours légèrement plus élevé que mon niveau d'eau à côté, pour être sûr que je n'ai à aucun moment un flux d'eau qui vient de l'extérieur vers l'intérieur, et donc qui créerait une instabilité du fond de mon trou de mon pieu,
et qui créerait une mauvaise qualité de pointe. Donc, même petit schéma ici, mais en 3D. Et donc, on a clairement, on descend le tube et on vient vider, en fait, on vient vider un tube en acier. Deuxième technique, je peux faire ça comme une paroi moulée. Et donc, je vais mettre d'abord ici un petit tube à la partie supérieure. Ce petit tube, en fait, c'est un petit peu comme on muirait guide sur une paroi moulée, qui va venir guider mon outil de forage. Et je viens forer dans un trou qui est stabilisé par une boue bentonitique. Une fois que je suis arrivé en bas, je vais mettre ma cage d'armature, je vais mettre mon tube plongeur et je vais bétonner tout mon puits. Comme pour les parois moulées, hein, donc c'est exactement le même principe que pour les parois moulées, je vais bétonner, et en bétonnant, je vais avoir un système de chasse, et donc le béton qui remonte ici est de mauvaise qualité, puisque dedans, il y a toutes les crasses qui sont dans le fond de mon trou, qui va remonter. Je vais toujours avoir un tube plongeur, ça veut dire que je vais bétonner avec le bas de mon tube qui est à tout moment dans le béton. Et donc, je vais avoir ce mauvais béton qui va remonter jusqu'au-dessus. Et après avoir fini mon pieu, je vais casser la première partie de mon béton qui est de mauvaise qualité pour avoir un pieu fini au niveau avec un béton de bonne qualité. Comme pour les parois moulées, tout en bétonnant, je vais recycler, je vais retirer pomper la bétonite pour la faire enlever, et j'ai le même principe qu'une paroi moulée. Donc ça veut dire, si on regarde ici, je vais forer, forer mon pieu. Avant de mettre mes armatures, je vais faire tourner ma bentonite à très haute vitesse pour enlever toute la désablée le plus possible. Une fois qu'elle est bien désablée, je vais mettre mes armatures, et de nouveau, même principe que pour les parois moulées. Si j'ai un tube, pour le bétonnage, c'est aussi le même principe. Donc, je vais de nouveau avoir mon tube dans le fond, mon tube plongeur dans le fond. Je vais de nouveau avoir mon béton qui va tomber en une seule fois et qui va entraîner le sol du fond. Et donc, de nouveau, je vais avoir la première partie de mon pieu ici qui va être de mauvaise qualité. Et donc, je vais recéper mon pieu, comme on appelle ça. Donc, le recéper, ça veut dire qu'on va enlever la première partie du béton ici de mauvaise qualité pour arriver sur des bétons sains. Le recépage, c'est habituellement un diamètre ou plus ou moins 1 mètre. Ça dépend un petit peu du béton, etc. Mais en gros, on discute ça en fonction du type de sol que l'on a, de la probabilité de crasse que l'on ait. Et alors, on va demander aux ouvriers de casser le béton jusqu'à avoir du béton sain. Et donc, habituellement, on enlève un diamètre. Pieu foré, si je résume techniquement, je peux avoir n'importe quel diamètre. Donc, je vais de diamètre de 600 jusqu'à un diamètre de 1500. Et encore, aujourd'hui, chez Francky, ils ont des pieux, des tubes, des pieux jusqu'à 2 mètres 2 mètres 20. Donc, je peux aller vraiment avec des très, 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 très grands diamètres. Par contre, c'est un pieu foré. Et donc, je vais avoir très peu de possibilités d'avoir une inclinaison de mon pieu. Hein, donc, je veux dire par là, on voit bien que je n'ai pas un axe qui soit extrêmement rigide. Et donc, tout ça est guidé par mon tube. Et donc, si j'ai mon tube qui est fort incliné, je vais avoir tout mon système de creusement qui va frotter sur mon tube. On voit bien que ce n'est pas génial. Donc, je peux avoir très, 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 très peu d'inclinaison. Je peux avoir des capacités qui sont énormes. Je peux aller jusqu'à 13 000 kN, donc, ou même un peu plus. Ça dépend un peu du sol, mais donc je peux avoir des très grandes capacités. L'autre point très important aussi, c'est que je vais mettre mes armatures dans un tube ouvert ou en tout cas dans une boue bentonitique. Et donc, je vais pouvoir mettre des très grandes cages. Si j'ai un grand diamètre de pieu, je vais pouvoir mettre des très grandes cages. Je vais pouvoir mettre beaucoup d'armatures. Et donc, ce pieu est capable de reprendre des moments importants. Donc, si j'ai un système où j'ai beaucoup de moments dans mon pieu, qui vient par exemple d'une grande force horizontale, eh bien, je peux le prendre en moment dans mon système. Première famille, hein, si on le fait sous Big Boue bentonitique, de nouveau, on a le même principe que pour une paroi moulée. C'est exactement la même chose. Donc, je vais faire en sorte que
ma bentonictique soit 1,50 m à 2 mètres au-dessus du niveau d'eau pour être sûr que ma structure soit stable, hein, que mon cake, etc. soit stable. Je vais avoir le même système. Je vais avoir entre guillemets, les mêmes impositions par rapport à ma boue bentonictique que pour une paroi moulée, point de vue viscosité, point de vue, je veux dire, poids spécifique, point de vue contenu en film, tout ça exactement, c'est exactement le même principe. Donc je vais avoir le même système qualité derrière à mettre en place. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir des murets guides, je vais mettre un petit tube pour pouvoir conduire mon outil de forage. Pour bentonictique, hein, donc on a ici le même principe que pour une paroi moulée, et donc je vais avoir mes silos dans lesquels j'ai ma bentonite qui est prête. Je vais avoir mon système pour mélanger ma bentonite avec de l'eau, la préparer. Je vais avoir ici mon système de dessablage, et donc c'est exactement le même système. Donc je vais mettre ma bentonite dedans, je vais la repomper dedans de mon trou, je vais la recycler en partie, je vais remettre de la bentonite fraîche chaque fois, et donc c'est le même système. Donc je vais devoir aussi mobiliser les mêmes équipements. Donc de nouveau, c'est le même principe que pour une paroi moulée. Si j'ai 5 puits à faire ou 10 puits à faire, je ne vais pas mobiliser tous ces équipements. Je vais mobiliser ces équipements à partir du moment où j'ai un grand nombre de puits à faire. Il y a quand même une exception à ça, ou en tout cas un point important. Mes pieux forés, je peux avoir des pieux forés très profonds. Ça veut dire que, comme pour une paroi moulée, je peux avoir un pieu foré qui va aller jusqu'à 50-60 mètres de profondeur. Si je vais faire des pieux forés très profonds, si je suis avec un système de casing, avec un système de tubes, eh bien, on voit un peu le nombre de tubes que je vais devoir mettre. Et donc, ça devient très embêtant à mettre en place. De plus, chaque fois que je mets un tube, c'est très bien, mais il y a quand même son frottement sur la partie extérieure. Donc, si je vais très profond avec ces tubes, à un moment, ils finissent par être coincés dans le sol. Pourquoi? Parce que j'ai tellement de frottement à l'extérieur du tube que je n'arriverai plus à les ressortir. Donc, une fois que je vais avoir des pieux forés en grande profondeur, je vais typiquement passer vers un système sous bentonite. Simplement parce que la mise en place du tube devient beaucoup trop compliquée. Et donc, je vais vers un système qui soit sous bout. Petit rappel aussi, on a un système de pieux forés, comment est-ce que ça fonctionne? En fait, on met le tube, on a la machine qui descend, et on a un système qu'on appelle de Kelly-bar. Le Kelly-bar, c'est quoi? C'est en fait l'axe sur lequel est l'outil de forage. Et en fait, cet axe, c'est quoi? C'est un système avec toutes des rallonges à l'intérieur. Et donc, comment est-ce qu'on descend? Eh bien, en fait, à l'intérieur de cette barre-là, il y a différentes barres de diamètre légèrement inférieur qui permettent de descendre l'outil. Et donc, on remonte et ils s'emboîtent les uns dans les autres. C'est comme ça que fonctionne, en fait, le système de rotation de la machine. Pour bentonictique, deuxième système, un système avec des tubes. Et donc, j'ai des tubes qui sont spécifiques pour cela. Hein. Donc ici, on voit les tubes qui font à peu près 2 mètres. Et alors au-dessus, on a un système de connexion où on visse un des tubes par rapport à l'autre. On a la machine de pieux avec ici l'outil qui permet de légèrement tourner le tube pour le faire rentrer ou le faire sortir. Et ici, on voit la barre du forage du pieu foré. Et donc, on va mettre ce tube sur toute la hauteur du pieu. Et donc, c'est assez fastidieux. Ça veut dire que c'est aussi extrêmement lent, puisque je vais mettre un tube, je vais creuser dans mon tube, chaque fois de façon discontinue, puis je vais descendre, je vais reforer dans mon tube, et ainsi de suite. Donc, c'est un système très très lent. Comme je viens de le dire, ce sont des tubes chers. Pourquoi? Ils sont travaillés, ils sont épais. Et donc, si je viens à les perdre dans le sol, c'est quand même problématique pour moi. C'est quand même un gros coût supplémentaire. Et c'est pour ça que
je viens de vous dire, si on doit faire des pieux très profonds et qu'on a un risque qu'on ne sache pas remonter le tube, eh bien, on va plutôt aller vers un système sous bout. Et de nouveau, je répète, on va toujours mettre de l'eau dans le pieu pour stabiliser le fond de fouille. Si on a un fluide, un flux d'eau qui va de l'extérieur vers l'intérieur, on va avoir une décompression du fond du pieu. Système de mise en place du casing, du tube, eh bien, on a soit la machine qui a directement le système pour le mettre en place, soit on va mettre un système séparé qui va mettre en place le tube. Et si on a difficile à le ressortir, eh bien, on va utiliser un système comme celui-ci avec un piston, on va tourner, ainsi de suite, et on va ressortir l'élément. L'autre système pour mettre le tube, c'est qu'on peut le vibrer. Et donc, ici, on est un peu plus loin qu'en Belgique. Je veux dire, on est dans des contrées un peu plus lointaines et un peu loin de toute, entre guillemets, de bâtiments. Eh bien, je peux vibrer un tube en acier, comme je vibrerais un pieu tubulaire avec un gros vibreur. Et donc là, je peux mettre carrément un tube en une seule fois qui fait 15-20 mètres de longueur, même un peu plus. Et puis, je vais simplement venir vider le tube. Et puis, en vidant le tube, eh bien, je vais, après l'avoir vidé, mis l'armature et bétonné, je vais revenir avec mon vibreur et je vais ressortir tout ce tube. Le système de forage, on va excaver à l'intérieur du tube ou de la loupe bentonitique avec une vis sans fin, une vis Archimède, un auger qu'on appelle ça. Et donc, chaque fois, on va venir, on va creuser, ici ça fait à peu près 1,50 m de hauteur, on va ressortir tout le système, on va vider la vis sur le côté, et puis on va redescendre. Donc c'est de nouveau extrêmement discontinu comme système. Donc on a ici ce qu'on appelle le Kelly-bar, et donc c'est ce que je vous expliquais, c'est un système à rallonge qui s'emboîte l'un dans les autres. On peut avoir différents systèmes, entre guillemets, pour venir creuser. Et donc, on a le système classique, on va dire, pour des terrains relativement meubles. Une fois qu'on est en fond, on va aller avec un bucket qu'on appelle ceci, c'est un système, en fait, un système fermé qui va venir nettoyer le fond du pieu à la fin. Donc à la fin, je vais venir tourner et venir nettoyer le fond du pieu pour le vider. Je peux avoir des systèmes avec un genre de grappin. Et puis, par exemple, si j'ai un sol très dur ou un rocher, je peux venir avec des dents pour venir broyer ce rocher. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai mon pieu foré. Je vais pouvoir changer ma tête de forage en fonction du type de sol que je vais rencontrer. Et donc, je vais pouvoir passer à travers tout. La seule chose que ça va être, c'est que si j'ai un sol plus dur, je vais avoir une production plus faible. Mais en gros, je peux passer à travers tout type de sol. Si vous avez une roche relativement dure, vous allez avoir un système de forage tel que celui-là, et vous allez forer environ 10 à 15 cm par heure. Donc, s'il vous faut même que 3 ou 4 mètres, 3 mètres dans la roche, c'est à peu près ce qu'on va avoir pour avoir un bon ancrage, pour avoir 3 diamètres par exemple dans la roche, eh bien, vous voyez le temps qu'il vous faut si je vais faire forer 15 cm par heure. Si je suis dans un sol classique, eh bien, je vais forer à peu près 3, 4 ou 5 mètres par heure au maximum. Donc, j'ai un système discontinu, lent, mais je peux passer à travers tout. Je ne suis jamais arrêté. Et la puissance de ma machine a une importance, mais ce n'est pas la chose la plus importante. Si ma machine est plus puissante, je vais pouvoir aller plus vite, entre guillemets, parce qu'elle va avoir plus de couple pour venir creuser dans le sol. Mais si j'ai une plus petite machine, ben, je vais creuser moins et plus lentement. Et puis c'est tout. Donc, très important, pieux foré, la profondeur est pratiquement illimitée. On fait des pieux forés à 50-60 mètres de profondeur.
Je peux avoir des diamètres très très importants, on va jusqu'à 2 mètres aujourd'hui, et je traverse tout type de sol. Donc, c'est vraiment le pieu où je vais n'importe où. Après ça, je mets en place la cage armature dans un trou ouvert. Donc, je peux placer ma cage armature très bien. Je peux mettre une cage armature importante avec beaucoup d'acier. Donc, j'ai une capacité à reprendre des moments qui est importante. Ici, j'ai les cages d'armature pour un pieu forêt. Et alors, j'ai des tubes dont je parlerai plus tard aujourd'hui, qui sont les tubes d'inspection, qui sont là pour vérifier la qualité de mon pieu une fois que le bétonnage est terminé. On verra ça aujourd'hui plus tard. Mise en place de ces cages d'armature, le même principe que pour une paroi moulée. Et donc, je vais mettre ici, on voit clairement qu'on est fort armé. On a un énorme diamètre ici, on a 2 mètres de diamètre pratiquement sur la cage. On a les écarteurs ici, et je descends ma cage dans mon trou. Même principe que pour les parois moulées, je vais mettre un système d'arrêt une fois que je suis au niveau du sol, et je vais venir coupler mes deux cages les unes avec les autres. Et puis je vais continuer à descendre. Donc ici, on voit la cage qui est arrêtée avec des barres ici qui la soutiennent sur le bord, et je suis venu emboîter la cage au-dessus. Et donc de nouveau, je peux avoir des cages illimitées. Je peux aller à des profondeurs, illimité c'est un grand mot, mais jusqu'à 40, 50 mètres, si c'est nécessaire, je peux le faire. Un petit mot sur le béton. De nouveau, même principe que pour les parois moulées, je vais devoir mettre ce béton en place par la trémie. Je vais avoir ce béton qui doit aller entre mes armatures pour aller jusque sur le bord de mon pieu. Et donc, je vais avoir des bétons qui sont liquides à très liquides. Et donc, je vous ai mis ici le petit tableau. Et donc, ici, on a le slump. Le slump, vous connaissez. Donc, ça veut dire, quand on met le cône, on remplit le cône et puis on lève le cône et on voit de combien est-ce qu'il tombe. Et quand on est trop liquide, au lieu de mesurer, comment dire, la descente du cône, eh bien, on mesure en fait le diamètre de la flaque. Et donc ici, vous avez les différents diamètres de la flaque qui sont donnés en fonction du type d'installation de béton que je vais mettre. Donc, 3 choses importantes ici. Première chose, mes quantités de ciment, qui sont très importantes. Donc, un béton classique, on va être à 180-200 kg par mètre cube. Ici, je suis à 325 kg par mètre cube quand je suis en conditions sèches et 375 si je bétonne sous eau. On a un water cement ratio 0,6 qui est quand même très élevé aussi, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau. J'ai un système qui est très liquide. Et puis, en fonction de mes conditions de placement, je vais augmenter encore plus le slump et le système. Donc, si je vais mettre mon béton dans une condition sèche, je vais accepter un slump qui est quand même plus faible. De 130 à 180, c'est quelque chose d'assez classique. Si je vais le mettre sous eau et qu'il va être pompé, je vais augmenter encore ma fluidité de mon béton pour être sûr qu'il descende bien et qu'il ne se bloque pas dans ma trémie. Et si je vais mettre en place sous boue bétonitique, je vais encore augmenter la fluidité de ce béton. Le pire pour moi que je peux avoir, c'est que mon béton n'est pas suffisamment fluide et qui vient créer un bouchon dans ma trémie de bétonnage. Donc j'ai mon cône avec mon tube plongeur. Si j'ai un bouchon qui se forme de béton dans ce tube plongeur, c'est la catastrophe pour moi. Donc première raison pour laquelle j'ai demandé d'avoir un slump élevé. Et deuxième chose, c'est que je veux que ce béton se mette bien en place. Il n'est pas vibré, bien sûr, il n'est pas vibré. Et donc, je veux qu'il rentre entre mes armatures et qu'il remonte. Pour mes armatures, je répète rapidement ce que j'ai dit pour les parois moulées. Je vais faire en sorte d'avoir un espace libre, et ici on est vraiment très juste, libre, de 100 mm entre mes armatures, pour que le béton puisse passer facilement. Si j'ai moins de 100 mm libre, donc pas d'axe-axe, donc de 100 mm libre, je vais avoir un problème pour que ce béton se mette bien en place et arrive jusqu'au bord. Et donc, pour
solutionner ça, si je dois des aventures très importantes, je vais travailler avec des barres en bundle, comme on appelle ça. Ça veut dire qu'on va mettre, au lieu de mettre deux barres à une distance équivalente, eh bien, je vais mettre les deux barres ensemble. Mise en place du béton, de nouveau, on a une trémie de bétonnage, on a le tube plongeur, et donc exactement la même chose que pour les ports à mouler, je vais faire en sorte que mon béton ne s'arrête jamais, donc je vais faire en sorte d'avoir un bon contact avec ma centrale de bétonnage pour que ce bétonnage ne s'arrête jamais. Et donc, comme pour les ports à mouler, comme on l'a vu, on bétonne une partie, on remonte le tube plongeur, on enlève une partie du plongeur, on continue. Et donc comme ça, on remonte et on va bétonner tout le pieu. Pieu foré, quand on va faire le pieu foré, on va extraire le sol, donc on va avoir une décompression du sol. Cette décompression donne des valeurs de, comment dire, de coefficients pour les capacités portantes qui sont faibles. Pourquoi? Parce que comme je décomprime, quand ma charge va arriver, eh bien, elle va devoir recomprimer mon sol avant de pouvoir vraiment transmettre la charge. Et donc aujourd'hui, on a mis en place des systèmes pour augmenter la rigidité et empêcher, ou en tout cas limiter cette décompression. Le premier point, c'est la pointe, et donc la base du pieu. Quand on va excaver mon pieu, je vais l'excaver complètement, je vais vraiment avoir une grosse décompression du sol en pied, avant mon bétonnage. Et quand je vais bétonner, bien souvent, j'ai encore des crasses ou quoi qui vont traîner dans le fond, et donc je ne vais pas avoir une immense masse, entre guillemets, qui va recomprimer mon sol. Et donc, on va mettre en place des tubes d'injection, et on va faire une post-injection de la base, pour pouvoir avoir comme facteur sur la base les facteurs d'un pieu plus ou moins à refoulement, qui sont légèrement inférieurs, mais je vais pouvoir avoir une base qui est capable de reprendre beaucoup plus de charge et qui va réagir de façon beaucoup plus rigide. On a commencé par ça, c'est très fréquent, et c'est encore utilisé pas mal. Après ça, il y a des gens qui ont dit, oui, mais finalement, on l'a fait pour la base, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas pour le fût aussi? Et donc aujourd'hui, on fait des pieux forés post-injectés, où en fait tout le long du fût, on a mis des tubes d'injection, des tubes à manchette, comme on a vu pour les ancrages. Et donc, chaque fois, je vais venir injecter à différents niveaux, à très haute pression. Je vais faire sauter mon enrobage, qui va faire rentrer ce béton d'enrobage dans le sol, comme on l'a vu pour les ancrages. Et je vais, comme ça, augmenter le diamètre du pieu et aussi avoir un léger refoulement. Et donc, augmenter la rigidité de mon fût. Et donc, la capacité de mon pieu. Donc, soyons clairs, la pointe, c'est relativement fréquent, mais je veux dire, en gros, il y a 10 à 15% des pieux où on injecte la pointe, donc c'est quand même, c'est connu, c'est quelque chose qui se fait. Le fût, c'est extrêmement rare. Depuis que je travaille, je l'ai vu faire 2 fois. Donc, oui, ça existe, c'est important de savoir que ça existe. Est-ce qu'on le met en place fréquemment? Non. Pieux forêt, j'ai une petite vidéo pour vous. Je vais la remettre. Donc, il met le tube en place de nouveau. Hein, on voit la machine qui fait tourner le tube lui-même. Donc, il va descendre le tube légèrement. Donc, il va le pousser et le rentrer légèrement dans le sol.
Donc, premier arrêt, on a un homme ici qui doit venir déconnecter le tube de la machine. Voilà. Il creuse avec sa vis qui va venir vider, et puis il va recommencer à creuser, quoi. Et donc, après ça, il y a un petit bulldozer qui va venir prendre le sol à côté. Donc, on voit à quel point c'est un système qui est extrêmement lent, discontinu, et donc, comme je l'ai dit plusieurs fois, lent, discontinu, ça veut dire cher. Hein, donc, oui, on a des pieux qui ont une très grosse capacité, euh, mais bon, les facteurs ne sont pas les mieux par rapport à la quantité de béton que je vais mettre en place, puisque j'ai des facteurs qui ne sont pas très positifs dans mon calcul. J'ai un système très lent, et donc j'ai un pieu très cher. Technique spéciale pour les pieux forés. Donc là, j'ai mon trou, donc je peux faire pas mal d'autres choses aussi. Et donc, je peux faire ce qu'on appelle du Punderrieming. Ça veut dire qu'en fait, je vais mettre une cloche qui va élargir. Et donc, je vais pouvoir faire un système avec une base élargie. Et donc, je vais pouvoir creuser. Donc là, j'ai mon flux qui est creusé normalement. Et puis, une fois que je suis dans mon bon terrain, eh bien, je vais pouvoir faire une base élargie et porter beaucoup plus fort en base. Ah, donc, un des points importants aussi du pieu foré, donc je peux traverser n'importe quel terrain, ça veut dire que je peux aller dans un terrain très dur, et donc j'ai aussi un pieu de très grand diamètre, et donc si j'ai un système qui porte uniquement à la pointe, je veux dire par là, par exemple, si je viens déposer mon pieu sur du rocher, par exemple, et donc ça veut dire que je peux avoir une contrainte très importante au niveau de ma base, et bien là, mon pieu foré peut être intéressant. Pourquoi? J'ai un fût de béton qui se déforme très peu, j'ai une grande surface, et donc je peux transmettre des très grandes charges en base. Et dans ce cadre-là, si je mets un système en place qui me permet encore d'avoir une base élargie, ça veut dire que j'ai encore une plus grande surface, je peux encore transmettre des efforts plus importants en base.
pieux foré, comme j'ai dit, c'est un système totalement discontinu. Et donc, le premier système qu'on a mis en place après, ce sont ce qu'on appelle les pieux CFA, où en fait, on a mis en place un pieux foré, entre guillemets, sans discontinuité. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir ma petite vis d'Archimède, comme je l'avais dans les pieux forés, qui fait 1,50 m, 2 m de hauteur, eh bien, je vais prendre ici une vis d'Archimède qui va faire toute la hauteur de mon mât, et donc j'aurai une vis d'Archimède qui va aller jusqu'à 22-25 mètres de longueur. Et donc, comment est-ce que ça fonctionne? Je vais rentrer ma vis d'Archimède dans mon trou, il faudrait le faire creuser, je vais la faire tourner, je vais faire revenir le sol, entre guillemets, qui ressort, et puis, une fois que je suis en pied, je vais brancher ma pompe à béton sur ma machine de pieux, et je vais remonter tout le système tout en bétonnant. Et donc, j'ai un système entièrement continu. Je descends ma vis qui se visse toute seule, comme je mettrais une vis classique dans un mur. Je la rentre dedans, je suis en base. Quand je suis en bas, je continue un petit peu à tourner pour que le sol remonte. Et puis, en une seule fois, je bétonne tout mon pieu. Le seul problème, entre guillemets, c'est que c'est comme pour mes pieux sécants à double rotation, je vais devoir venir mettre mon armature en deuxième phase. Donc, je vais venir mettre une armature dans le béton frais. Ça veut dire que le diamètre de mon armature doit être beaucoup plus faible. Et donc, mes capacités à reprendre des moments sont beaucoup plus faibles. Donc, ici, de nouveau, le principe, ça c'est simple. Hein, donc, on visse, on va bétonner en remontant. Tout simplement. On a un pieu type forêt, entre guillemets, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de vibration, très peu de bruit. Par contre, comme je viens de le dire, on va mettre la cage en deuxième phase, ça veut dire que je vais avoir une cage de très petit diamètre. Pour un pieu de 600, par exemple, je vais avoir une cage qui va faire maximum 200 mètres de diamètre. Et c'est tout petit, hein, 200 de diamètre. Donc ça veut dire que le bras de levier que vous avez dans cette cage est très très faible, et donc vous avez très très peu de capacité à reprendre un moment. Par contre, ce que l'on va faire, c'est que parfois, on va mettre une toute petite cage jusqu'au bas du pieu, et on va mettre une cage légèrement plus grande, mais uniquement sur la partie supérieure. Et donc, ça va être plus facile à introduire. On va avoir une cage qui va faire 2-3 mètres de hauteur dans la partie supérieure, où là, en fait, souvent, c'est là que j'ai mes moments les plus importants. Deuxième point important, et là, c'est vraiment le basculement par rapport au pieu foré. Je vais avoir un système continu, donc je vais rentrer ma vis de façon continue. Et donc, je vais forer en continu. Et donc, c'est le couple de ma machine qui va me permettre de creuser ou pas creuser. Et donc, dans les sols qui sont très durs, je ne vais pas avoir assez de couple que pour avancer. Et donc, je ne vais pas pouvoir creuser dans n'importe quel sol. On a un pieu foré, sans refoulement, donc je peux avoir des diamètres relativement importants. Je peux aller de 350 à 1,20 m de diamètre, classiquement. Et donc, j'ai quand même des pieux de grand diamètre. La profondeur du pieu, et ça c'est important parce que c'est la même chose pour tous les types de pieux qu'on va voir à partir de maintenant jusqu'à la fin du chapitre, la longueur du pieu est définie par la longueur de mon mât. Hein, donc si on regarde ma machine, est-ce que j'ai une belle photo de machine? Je ne suis pas sûr. Oui, un petit peu ici. Et donc j'ai un mât qui guide entre guillemets ma table de forage et ma vis. Et donc c'est la longueur de ma vis et la longueur de mon mât qui détermine la longueur maximum de mon pieu. Donc mon mât, aujourd'hui, il fait maximum 25, ici maximum 35 mètres, c'est vraiment le maximum. Et donc c'est vraiment ça qui me donne la profondeur maximum de mon pieu. Donc je suis limité en profondeur. Hein, je rappelle, les pieux forés, j'ai dit il n'y a pas de limitation, on veut jusqu'à 50-60 mètres sans souci. Ici, 35 mètres, c'est vraiment un maximum, mais on est plutôt de l'ordre de 22-25 mètres de profondeur. J'ai un système continu, je n'ai pas de tube, je n'ai pas de bentonite, et donc je peux avoir une inclinaison beaucoup plus importante. Donc je vais incliner mon mât, et je vais forer, je vais rentrer ma vis avec une inclinaison. Et donc je peux aller classiquement jusqu'à 1/3. En quoi c'est important? Si j'ai des efforts horizontaux dans ma structure, si j'ai des pieux uniquement verticaux, je dois reprendre cet effort horizontal uniquement par moment dans mes pieux. Et donc je dois avoir des cages très importantes. Si je vais avoir un pieu incliné,
1 sur 3, c'est déjà une bonne inclinaison. Je vais avoir un système push-pull dans mon dimensionnement. Et donc, je vais avoir mon moment qui va passer en traction-compression dans mes pieux au lieu de passer en moment. Et donc, je n'ai pas besoin d'armer de façon importante mes pieux. On va le voir juste après. On peut améliorer la portance du pieu en augmentant la pression d'injection du béton. Et ça, on va voir juste après. Les capacités peuvent être importantes. On va quand même jusqu'à 8000, 9000 kN, ce qui sont quand même des capacités très importantes pour un pieu. L'ordre de grandeur, hein, on va un petit peu pour mettre bien les choses. Un pieu classique de base, tout bête, qu'on mettra toujours, c'est 200 tonnes. Entre 200 et 300 tonnes, ça c'est le pieu de base classique. Quand même partout, un peu de 60, c'était de 250-300 tonnes. Un pieu foré, ce que je viens de dire, un pieu foré, on va avoir des diamètres très très importants et donc on peut monter très haut. On va jusqu'à 1500, 2000 tonnes. Et ici, on va avoir un pieu entre les deux, et donc on va aller jusqu'à 800-900 tonnes. L'exécution du pieu CFA est très fortement dépendante de l'opérateur. Et donc j'ai une machine, de nouveau c'est le couple de ma machine qui fait rentrer ma vis, fait rentrer et qui le pousse aussi. Et donc si ma machine n'est pas assez forte, elle ne va pas pousser assez fort, et donc au lieu d'avoir ma vis qui va rentrer dans le sol, eh bien elle va tourner sur elle-même. Et donc elle va gratter le sol, et elle va faire remonter le sol, c'est tout ce qu'elle va faire. Et donc le choix de ma machine, et du coup ma machine est très important pour savoir, pour faire mon pieu. L'autre point aussi, et ça on va encore un peu plus loin, c'est que quand je vais retirer ma vis pour commencer mon bétonnage, eh bien je vais créer quelque part une succion. Parce que je vais tirer sur la vis, je vais tirer sur le système, et donc je vais créer une décompression en dessous. Et donc si mon béton arrive trop tard par rapport à ma décompression, eh bien j'ai un trou avec une décompression dans le fond. Et donc j'ai un pieu qui en base est très très mauvais. Et donc sa capacité en base est très problématique. L'autre point, c'est que je peux avoir un risque que mon sol pousse sur mon pieu et que quelque part, eh bien, le béton soit repoussé et que au lieu d'avoir du béton, j'ai du sol dans mon pieu. Donc, pieu quand même relativement difficile à exécuter. Et de nouveau, hein, j'ai déjà dit 100 fois, le seul qui sait, c'est votre opérateur. Votre opérateur, il a l'expérience, il sait qu'il a eu un problème, il sait où il y a eu le problème, et donc c'est très important que lui vous donne un feedback par rapport à ça, comment les choses se sont passées. Les problèmes, on en parlait, on a un problème de décompression en base du pieu, et donc si on a ici un essai qui a été réalisé, donc on a l'essai CPT avant mise en place du pieu, on a un pieu qui, faut avouer, qui n'a pas été bien fait, et alors j'ai ici le CPT après la mise en place du pieu. Et donc on voit à quel point mon QC a diminué, simplement dû à la décompression de mon sol. Et alors ce qui est terrible, c'est que ici, j'ai la fin de mon forage, et on voit que ma décompression et ma diminution de QC va encore en dessous de mon point de forage. Ça, c'est pour montrer le fait de la décompression plus ou moins en pied. Hein. Ici, on voit clairement le pied, mais ici, on a un problème de squeezing. Ça veut dire que le sol, en fait, pousse plus que le béton. Et donc, j'ai un pieu qui ressemble à ceci au lieu d'avoir un beau pieu rond. Et de nouveau, on voit le CPT avant et le CPT après. Et on voit à quel point mon sol s'est décomprimé et à quel point ma valeur de QC a diminué. On voit ici, de nouveau, on a 1,50 m en dessous de la pointe, et bien, on a 1,5 fois le diamètre, pardon, et bien, une fois et demi en dessous du diamètre du pieu, j'ai encore une décompression importante. Donc, pour vous dire, ce pieu est beaucoup moins cher qu'un pieu foré. Il se met en place de façon continue.
mais la mise en place est fortement dépendante de votre opérateur. Et donc, si votre opérateur n'est pas suffisamment qualifié, s'il n'a pas l'habitude, s'il ne fait pas ça bien, enfin, pour tout un tas de raisons, eh bien, vous pouvez avoir un pieu de très mauvaise qualité. Et il est évident que moi, j'ai calculé ma capacité portante avec mon CPT avant forage, et donc, après, mon pieu n'a pas du tout la capacité. Le CFA, on avait un problème de décompression en base. On a augmenté, comment dire, on a diminué le risque. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a fortement augmenté les capacités des machines. Pourquoi? Pour ne pas avoir ce système de scrapping, comme on appelle ça, donc de frottement, hein, de grattage, je vais dire. Et donc, comme ça, je vais avoir un pieu qui va être foré de façon plus continue. Et donc, mon système va descendre tout seul et je vais avoir suffisamment de coupe pour faire en sorte que je n'ai pas d'arrêt dans mon forage. On a gardé le même type de diamètre, mais surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la pression de bétonnage. Et donc, je vais bétonner vraiment sous pression. Et le dernier point, c'est qu'on a aussi augmenté les problèmes de monitoring. Mais revenons sous la pression. Eh bien, si on reprend un petit peu le tableau de la norme belge, que vous connaissez bien, on nous donne en fait, hein, ici j'en ai les trois types de pieux, les pieux forés. On a des pieux avec enlèvement de sol et sans dispositif visant à limiter la décompression du sol. Donc si on prend entre guillemets le système CFA classique. Et puis on a les pieux avec dispositif pour limiter la décompression du sol. On voit qu'en base, ben, finalement, on a plus ou moins, on ne change pas grand-chose. Mais sur le fût, j'ai quand même une différence assez importante. Ici, j'ai un facteur 0,4, alors qu'avec cette pression, ici, je suis à 0,6. Puis avec petite arrière, on le verra juste après. Donc, pour montrer que le problème de décompression est quelque chose qui est connu, qui est importante, et on a aujourd'hui des pieux CFA avec système pour limiter la décompression du sol, principalement en injectant le béton sous pression, qui permettent quand même de fortement améliorer la situation. Comment est-ce que ça fonctionne? J'ai mon pieu CFA que l'on fait classiquement, on descend, et puis en fait, j'ai ma pointe d'injection qui reste plus basse. Et donc, je vais injecter mon béton sous pression avec un système plongeur. Et donc, je vais remonter comme ça en bétonnant. Et puis, comme pour les autres, une fois que mon pieu est bétonné, je vais mettre ma cage et finir mon pieu. Donc, système, hein, donc pieu foré, on extrait le sol. Pieu CFA, c'est le même principe, on extrait le sol, mais attention, il y a un risque quand même de décompression importante. On améliore une première fois en mettant un pieu CFA avec des systèmes d'injection de béton, avec injection de béton sous pression. Le système suivant, qu'on appelle les pieux avec, entre guillemets, avec tube élargi, hein, des Starsol, des PCS, ce sont des noms de marque. Et donc le principe, en fait, c'est qu'au lieu d'avoir une vis d'Archimède avec au centre un petit tube, eh bien, je vais fortement augmenter le diamètre de ce tube. Et donc, je vais avoir un refoulement partiel. Ce sont des pieux qu'on appelle un refoulement partiel. Et donc, si on regarde ici, j'ai des petites ailettes par rapport au diamètre de mon tube, et je vais rentrer le tube de la même façon que ce que je rentre dans un pieu CFA, et puis je vais le retirer et le bétonner. Deux grands avantages. Le premier avantage, c'est que je vais avoir un refoulement partiel, donc j'ai quand même des coefficients beaucoup plus élevés pour mon dimensionnement. Deuxième avantage, c'est que j'ai quand même une extraction limitée du sol, ça veut dire que je peux quand même aller dans des sols plus durs que si je suis avec un refoulement total. Troisième point, c'est que j'ai un tube important, de grand diamètre, et donc je vais pouvoir rentrer dans l'axe de ce tube une petite cage avant bétonnage. Et donc je vais pouvoir mettre une cage bien centrée qui va venir en bas de mon pieu et qui va remonter. Et donc puis je vais bétonner avec cette cage dedans. Et en deuxième phase,
je vais pouvoir mettre une cage plus importante sur la partie supérieure. Spécification classique, je vais avoir donc des pieux qui vont de 400 à 600 millimètres de diamètre. De nouveau, la longueur est limitée par rapport à la hauteur de mon mât, donc c'est 35 mètres maximum, et c'est vraiment un grand maximum. Une inclination de 1,3 comme sur des pieux CFA. Et je vais pouvoir mettre une petite cage avant mon bétonnage. On a une extraction limitée du sol, et donc je vais quand même avoir une capacité de passer à travers des sols assez compliqués. Si on revient sur l'historique des pieux, donc j'ai mon pieu forêt et puis mon pieu CFA, en fait, c'est la puissance des machines qui me permet d'avoir ces pieux, entre guillemets, de meilleure qualité. C'est clair que pour rentrer ma vis, qui est, comment dire, ma vis qui est avec un plus grand diamètre, eh bien, je vais avoir un certain refoulement, donc je dois avoir une capacité de couple dans ma machine qui va être beaucoup plus élevée que si j'ai un pieu CFA où j'ai mon système qui rentre tout seul dedans. Et donc, c'est vraiment ça l'évolution. On avait le pieu forêt de base où là, je peux régler des petites machines puisque, comme j'ai expliqué, si mon sol est dur, eh bien, ça va juste prendre plus de temps, mais à la fin, ça va quand même aller. Après là, j'ai mes pieux CFA où je vais avoir une machine plus grosse puisque je vais avoir un certain couple pour que ça ne s'arrête pas et que ça descende en une seule fois. J'ai mon CFA amélioré où là, justement, on a pu l'améliorer puisqu'on a des machines qui sont plus puissantes. J'ai ici mon CFA avec une âme plus grande, avec un tube plus grand, donc j'ai besoin encore d'un couple plus important. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et le dernier point sur le pieu CFA, eh bien, je peux avoir un CFA avec un tube extérieur, et donc on est dans le système double rotation, comme on l'a vu pour les pieux séquents. Deux petites choses générales. Ici, je vous parle de CFA, de PCS lambda, je vais vous parler après d'autres noms de pieux. En fait, comment dire, le nom du pieu sont chaque fois des noms de pieux qui sont déposés. Donc chaque firme de pieux en Belgique a plus ou moins a plus ou moins ses propres pieux. Et donc a déposé chacun son brevet. Pour déterminer les paramètres de frottement et etc. de la norme, eh bien, il y a un terrain qui se situe à Limnet, au CSTC, où l'entreprise de fondation vient faire son nouveau pieu. On fait un essai de chargement global du pieu, et sur cette base-là, on détermine les capacités portantes. Mais en gros, ils ont tous des noms différents, mais c'est plus ou moins les mêmes pieux. Il y a légèrement la tête du pieu qui est différente, la dimension des ailettes qui est légèrement différente. Il y a plein de choses, enfin des petites choses qui changent, mais il n'y a pas grand-chose. Je vois dans le chat comme Andrew, mais est-ce que c'est la pointe qui change? Non, en fait, la pointe, quelque part, la pointe et le fût, tout change. Quand j'ai un système PCS lambda avec une âme un tube plus important, je vais avoir un refoulement, et ces refoulements est, entre guillemets, plus intéressant encore sur le fût que sur la pointe. Mais comme j'ai un refoulement partiel, j'ai beaucoup moins de chances d'avoir un système de décompression ou de décompression de mon sol quand je vais bétonner. Dernier petit point technique, on a la base du pieu. Alors on a deux familles. On a la première famille où quand on bétonne, la plaque reste dans le fond du trou. Et donc quand on remonte la vis, on laisse la plaque en métal qui fermait le trou dans le sol. Et la deuxième famille où en fait cette plaque est un clapet et donc remonte avec le pieu et puis on referme le clapet avant de faire le pieu suivant. J'ai de nouveau une petite vidéo pour vous montrer ça avec des pieux CFA.
Donc, deux points importants, c'est continu, donc ça ne s'arrête pas. Hein, c'est pas comme les pieux forêts où chaque fois la machine devait sortir, etc. Et enlever le sol. Donc, c'est continu, ça ne s'arrête pas, donc c'est beaucoup plus rapide. Par contre, on voit très bien ici toutes les boues qui remontent, et donc on a vraiment une extraction du sol, et on voit clairement la boue qui remonte. Ici, la petite machine, chaque fois, qui enlève le sol. Il remonte, et donc il va retirer toute sa vis, et donc on voit ici la pompe à béton, et le béton qui est pompé directement dans le pieu, et qui redescend jusque dans le fond du trou. Et donc on voit bien, quand il remonte, il extracte vraiment tout le sol qui est dedans. Ouais, on voit ici qu'on a un sol de très mauvaise qualité, qui est extrêmement argileux. On a un petit pompe de bétonnage ici, et donc on a le mixeur qui arrive et on pompe directement le béton dedans. Une fois qu'il est... Donc ici, on voit vraiment bien. Donc il va uniquement armer la partie supérieure du pieu, et donc dans le béton frais, il descend simplement sa petite cage sur la partie supérieure. Non, je me suis trompé, il met la cage supplémentaire ici, il va armer tout le pieu sur toute la hauteur. Je me suis trompé ici. Et donc ici, il y a un système à clapet. Et donc avant de faire le prochain pieu, il va refermer une clapet en dessous du pieu avant de partir au suivant. Donc dans sa machine ici, il ne perd pas la pointe. Donc, c'est un système beaucoup plus rapide. Hein. On voit clairement que, point de vue rapidité, ça va beaucoup plus vite qu'un pieu foré. Et donc, plus rapide, ça veut dire aussi que le coût est beaucoup plus faible. Donc, pieu CFA, monitoring de mon pieu CFA, on va regarder pas mal de choses. Bon, les trucs classiques, hein, on va regarder principalement l'inclinaison, la position, ainsi de suite. Mais on va surtout regarder le couple qui est mis en place et voir quel couple il a eu besoin pour descendre. Et là, le couple, en fonction de la vitesse de pénétration, en fonction de la vitesse de rotation, toutes ces choses-là, on va bien les monitorer pour voir s'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme il aurait dû durant la mise en place du pieu. On va aussi toujours monitorer le volume de béton que l'on va mettre en place, voir s'il n'y a pas trop de pertes et voir si le volume est pas trop loin de ce que l'on va avoir que l'on devrait avoir comme volume théorique. Et la dernière chose, c'est qu'on va remonter la vis et on va faire en sorte comment dire, on va faire en sorte de ne pas remonter la vis trop vite. Donc, pieu CFA à extraction de sol. L'autre grand type de pieu maintenant, ce sont tous les pieux avec refoulement complet. Donc on va avoir des pieux vissés. Donc au lieu d'extraire le sol, et donc hein, ici on a la ligne de contrainte entre guillemets,
Et donc, au lieu d'avoir le tout qui reste horizontal avec une contrainte normale, eh bien, je vais mettre une contrainte horizontale importante en repoussant complètement mon sol. Quels sont les 5 types de pieux qu'on va voir là-dessus? On va voir les pieux Atlas, Oméga, Oméga Injection, Fundex, Fundex Tubex. On va les voir en détail après. De nouveau, ce sont des marques. Donc, tous les, entre guillemets, la majorité des entreprises de pieux ont ce type de pieux dans leur catalogue, mais chaque fois avec leur nom qui est propre et leur propre brevet. Si on regarde les facteurs, si on se rappelle les facteurs des pieux forêt ou des pieux CFA, ici on était à 0,5, en une seule fois on passe à 0,8. Ici, on était à 0,5, on passe à 0,7, 0,8. Et pour le fût en lui-même, on était à 0,4, 0,5 maximum, et on va jusqu'à 1. Donc on a quand même des capacités théoriques beaucoup plus importantes pour une même valeur de QC. Par contre, le pieux, de nouveau, le pieux refoulement, je reviens sur mon petit historique, il est possible de mettre en place grâce aux machines beaucoup plus puissantes que l'on a. C'est clair que pour rentrer ma tête de forage ou mon pieu dans un sol en repoussant le tout, j'ai besoin de beaucoup plus de force et beaucoup plus de couple que si j'extrais mon sol. Aussi, pour que ça rentre et que ça se passe bien, j'ai toute l'ingénierie de la tête qui est capitale. Et donc finalement, entre ces différents types de pieux, c'est principalement l'ingénierie et la forme de la tête qui est importante. On va toujours avoir une fermeture en pied et on va bétonner toujours en remontant comme le principe du CFA. On va mettre le tube à profondeur et puis on va remonter en bétonnant, en retirant entre guillemets la tête. Et on va voir ça après. Et on va créer quelque part aussi la forme de la tête dans le sol. Et on va toujours bétonner par le tube central, exactement pour un pulse CFA. On va avoir de nouveau l'armature qui va se mettre en deuxième phase. Ça veut dire que je vais avoir une armature de très petit diamètre, donc des moments très faibles que l'on peut prendre en place. Je vais de nouveau avoir la longueur de mon pieu qui est entièrement dépendante de la longueur de mon mât. Donc de nouveau 25, 28 mètres maximum, 35, c'est vraiment le maximum que l'on fait aujourd'hui. Point très important aussi, je ne vais pas extraire de sol. Si je n'extrais pas le sol, je ne dois pas évacuer cette terre. Alors ça a l'air tout bête comme ça, mais si vous avez un terrain qui est pollué, l'envoi de cette terre en décharge, ça coûte une fortune. Donc on va toujours choisir un pieu à refoulement dès qu'on a un problème pour évacuer cette terre. Évacuer cette terre, ça veut dire aussi que je dois avoir un camion pour les transporter, je dois avoir une grue pour les mettre dedans, tout ça doit être là. C'est un pieu à refoulement, je n'ai pas besoin de tous ces équipements. Je vais avoir un pieu sans vibration, sans trop de bruit, et donc je peux mettre ça en place sans souci. Je vais avoir aussi le système qui dépend de ma tête, la forme de mon pieu qui dépend de ma tête. Premier type de pieu, le pieu Atlas, c'est le plus vieux. Et donc là, on a une tête avec un couteau, entre guillemets, et donc la tête rentre dans le sol en découpant le sol et en venant s'appuyer sur le sol pour rentrer. J'ai un tube de grand diamètre, entre guillemets, et donc je descends jusque dans le fond. Je vais mettre mon armature. Ici, j'ai un grand tube, j'ai mon armature je peux mettre l'armature au centre. Et alors, durant mon bétonnage, je vais dévisser mon système. Je ne vais pas retirer mon tube, je vais dévisser mon système qui va remonter. L'autre petit schéma ici, le même. Et donc, comme j'ai expliqué pour le PCFA, le PPCS lambda plutôt, on peut avoir une petite cage au centre, et puis alors on va mettre une grande cage sur la partie supérieure pour pouvoir prendre le moment en tête. Le diamètre de votre pieu est de nouveau défini par la capacité de votre machine. Et donc, on va avoir des pieux quand même de petit diamètre. On avait sur les CFA, on a jusqu'à 1,20 m de diamètre maximum. Ici, on va plutôt aller vers des pieux de 600, 700 maximum. 800, c'est vraiment déjà des trop gros diamètres. On a évidemment le pieu qui a une forme de vis, et donc je vais avoir un frottement qui va être accru rien que par le fait que j'ai déjà une forme de vis, en plus du refoulement.
On a une petite cage au centre, je l'ai dit, une grande cage à l'extérieur. On a de nouveau, comme pour les puces CFA, on a un tube central et donc je peux avoir une inclinaison jusqu'à 1/4. Les capacités des pieux, très important. Donc on est à 230 tonnes à peu près. Hein, donc je l'ai dit, un pieu classique, 200 tonnes, 200, 300 tonnes maximum, c'est un pieu classique. On est dans le pieu le plus classique que l'on peut avoir. Une photo de la tête. Donc on visse. Et en vissant, entre guillemets, on prend la réaction sur le sol supérieur. Et si on vient excaver un peu ce type-là, eh bien, on voit clairement la vis qui est faite. Mise en place, de nouveau, bétonnage directement après. On a ici le système de bétonnage et on a la vis ici. Donc, premier type, pieu Atlas, première famille de pieux qui existait. Aujourd'hui, un petit peu en désuétude. On n'en utilise plus tellement les pieux Atlas. Après ça, on est arrivé avec un pieu du même principe, mais qui, on appelle avec une tête oméga. C'est exactement le même principe. On va de nouveau avoir un pieu foré avec refoulement complet. Le gros principe du pieu oméga, c'est qu'au-dessus de la vis, on a une vis inversée qui repousse encore le sol. Donc quand je vais visser, je vais rentrer ma vis, et puis j'ai une vis au-dessus qui augmente encore la pression que je vais mettre sur mon sol. Même principe, je descends en ma tête, je peux mettre une petite cage depuis le centre, et puis après, je bétonne en remontant. Principe technique, même principe que pour les pieux Atlas. Je vais avoir les mêmes types de diamètres. De nouveau, ma longueur dépend de mon mât. Je vais avoir des capacités portantes légèrement supérieures à ce que j'avais sur mes pieux Atlas. On est à 2200, on est à 2600 ici. Une inclinaison un peu 1 sur 3. Le même système. Un point, une amélioration du pieu oméga. Si j'ai des pieux, des sols très compliqués, on va avoir une possibilité d'injecter du coulis autour de la tête pour aider le forage. Et donc permet de traverser des sols beaucoup plus compliqués. Monsieur, Oui, j'ai une question parce que ici vous dites que c'est plus intéressant du coup d'avoir des pieux à refoulement parce que ça ne décomprime pas le sol. Mais pourtant, on remarque que leur capacité portante est inférieure aux pieux précédents qui, eux, n'avaient pas de... Enfin, décomprimaient le sol. tout à fait d'accord avec vous. La seule grosse différence, elle est ici. On avait des pieux qui faisaient 1200 de diamètre, hein, 1,20 m de diamètre dans les pieux CFA, voire 2 mètres sur des pieux forés. Ici, j'ai des pieux de 660, maximum, 600 en général. Et donc, si vous regardez par rapport au diamètre du pieu, ou à la quantité de béton que vous mettrez en œuvre, vous avez des capacités beaucoup plus importantes. Donc, oui, effectivement, je ne peux pas avoir, hein, puisque c'est le couple de ma machine qui va déterminer le diamètre de mon pieu maximum, je ne peux pas faire des pieux de 2 mètres de diamètre avec un pieu à refoulement, c'est impossible. Donc je vais avoir beaucoup plus de pieux de plus petit diamètre, mais qui vont être chacun beaucoup plus efficaces. Et donc la quantité de béton que je vais mettre en place va être beaucoup plus faible. Quantité de béton, première chose. Deuxième chose, ce sont des pieux entre guillemets continus, pas comme des pieux forés où j'ai un système discontinu. Donc ma production de pieux est beaucoup plus importante aussi. Parlons de chiffres. Des pieux à refoulement comme celui-ci, un bon foreur va en mettre entre 12 et 14 par jour. Un pieu foré de diamètre même classique d'1,20 m à 1,50 m, s'il m'en fait 2 par jour, je vais être extrêmement content. Donc vous voyez un facteur 8 en production. En quantité de béton, ben, c'est au carré, donc je ne vais pas vous faire un dessin. Et donc, le coût, entre guillemets, par charge, hein, c'est ça qui m'intéresse en fait. Hein, j'ai un bâtiment qui fait 2000 tonnes et je dois reprendre ces 2000 tonnes sur des pieux. Donc, j'ai besoin d'une capacité portante pour reprendre ces 2000 tonnes. Donc, c'est un coût à la tonne quelque part que je cherche. Eh bien, mon coût à la tonne va être beaucoup plus faible avec des pieux à refoulement qu'avec des pieux forés. Pieux oméga, deux petites photos. On voit ici la tête oméga.
Et on voit ici le mât, hein, qui est un très grand mât qui permet de faire le pieu en une seule fois. Je propose qu'on s'arrête ici, sinon on n'aura pas le temps de voir l'analyse de l'essai de sol de votre collègue. Je vous laisse. Vous êtes prêts pour l'essai de sol? Bonjour, oui, nous sommes prêts. Oui, c'est bon, je Je vous laisse partage. partager votre écran alors. Ah, on est deux groupes à... Là, il y a peut-être un conflit dans les groupes. Il y a un conflit dans les groupes. Ah non, bien, nous, c'était... Ok, d'accord. Le 12 n'était pas encore fait, on pensait que c'était à nous, en fait. Pardon. Et vendredi, qu'il y a deux groupes, je crois. Oui, vendredi, il y a deux cours officiellement vendredi, donc il y a 2 fois 1h30, donc il y a 2 groupes. Ok, c'est ça, pardon. Allez-y, je vous écoute. Ok, donc voilà, on va vous présenter notre essai qui est un essai pressiométrique. Petite localisation de l'essai, donc il se trouve à La Défense, près de Paris, donc, comme on le voit ici. Il a été réalisé dans le cadre de la tour CBX, qui est une tour qui a été réalisée en 2005 pardon, et qui a une hauteur de 142 mètres. Alors, petit contexte du sol parisien. Donc, on est dans le quartier de la Défense, qui se situe au cœur du bassin de Paris, comme on peut le voir sur l'image ici en bas. C'est une vaste accumulation de roches sédimentaires empilées les unes sur les autres, qui est due donc à une ancienne mer qui était présente à cet endroit-là et qui s'est retirée au fil du temps. Sinon, plus proche actuellement, il y a eu une grande exploitation minière dans Paris pour ces roches calcaires. On connaît aussi bien les roches, les marnes parisiennes. Et donc celles-là, elles se trouvent généralement à des profondeurs plus grandes dans le quartier de la Défense, tout du moins. Donc on n'en retrouvera pas spécialement dans notre essai. On retrouve beaucoup de roches fragmentées et on est aussi proche de la Seine. Donc on a la possibilité de retrouver des alluvions, etc. Donc pour notre essai en particulier, on voit donc les deux parties, la partie essai pressiométrique ici à gauche et le forage à droite. Notre essai a été jusqu'à une profondeur de 50 mètres et de type SP103 et c'est un essai discontinu avec une valeur tous les mètres. Donc pour analyser ce sol, on a utilisé un diagramme spectral français que vous pouvez voir ici à gauche. Et également, on a été consulter le site BRGM, sur lequel on peut voir une grande quantité d'essais dans le quartier ici de la Défense. Et donc, ça a l'avantage d'avoir d'autres essais pour comparer avec le nôtre. Et surtout, certains essais ont des carottages qui nous permettent d'avoir une vision plus claire du type de sol en présence. Donc maintenant, je passe la parole à Laurent pour vous expliquer l'essai en particulier. Oui, donc on a défini l'essai en 5 zones. Donc on a d'abord le remblai et puis alors on arrive sur les couches d'alluvions anciens et pour traverser de la roche fragmentée et finir sur du sable. Donc concernant le remblai, slide suivant. Voilà, donc concernant le remblai, on a du remblai sur les 6 premiers mètres, puis ensuite sur la couche d'alluvions anciens, slide suivant. On a identifié principalement du sable et du gravier. Alors ensuite, après de 13 à 21 mètres, on arrive sur des couches de sable et sable argileux. Et pour ensuite avoir la couche de roches fracturées, excusez-moi, qu'on a identifié comme du calcaire grossier. On a aussi pu identifier, grâce au tableau, une légère présence de marne, très légère. Et puis de 34 mètres jusqu'à la fin de l'essai, on arrive à du sable grossier calcaire. Donc, comme dit Yuri précédemment, nous ne sommes pas tombés sur la couche de marne populaire tout près de Paris. Slide suivant. Donc, pour nous conforter, on a consulté aussi la carte géologique et on se retrouve bien sur un contexte géologique d'alluvions anciens. Voilà pour la présentation.
Et revenez un petit peu sur votre... vous avez un forage dans la zone que vous avez pu regarder. Qu'est-ce qui était marqué sur ce forage? Parce que c'est pas lisible pour nous, mais qu'est-ce qui avait marqué à droite comme type de sol? Hop, 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 oui, il faudrait que je vais essayer de retrouver le document. Un instant. J'essaie de retrouver le bon. On en a identifié plusieurs, hein. Enfin, on a comparé par rapport à plusieurs forages. Je vais partager, moi, mon écran, comme j'ouvre le document. Il a juste du mal à s'ouvrir. Je ne sais pas comment ça se fait, ça ne s'ouvre pas. Pourquoi? Parce que ce qui est dommage, si vous voulez, c'est que voilà, vous me parlez de Remblai, vous me parlez, etc. C'est très bien. Mais à Paris, les Parisiens, ils sont parisiens, donc ils ont des noms pour tout qui sont emblématiques pour eux. Et donc, j'étais super content que vous ayez trouvé un forage dans la zone pour ça, ben, vous seriez venu avec les mots, les noms emblématiques. Et donc, ce qu'ils ont à Paris, ben, pour eux, c'est simple. Aussi, c'est des remblais argileux, tout ce que l'on veut. En dessous, ils appellent ce qu'ils appellent les marnicayas. C'est un gravier avec une matrice argileuse. Et en dessous, les marnes. Et donc, dans ce que vous m'avez présenté, enfin, vous avez très bien fait ça, et le type de sol est pas mal du tout. Mais c'est dommage que vous ne m'ayez pas ressorti les noms, entre guillemets, typiques français, alors que vous aviez justement trouvé un forage à proximité, où pour moi, je suis pratiquement sûr que ces noms sont repris, quoi. Oui, tout à fait. Oui, oui, ça, c'est les noms qu'on a retrouvés, principalement. Et donc, pourquoi Ah, vous aurez dû les mettre dans votre présentation? on parlait aussi de roches calcaires à ce niveau-là, de sable et roches calcaires. Oui, c'est possible, ça m'étonne, mais c'est possible. Ben voilà, ok, ça va, c'est très bien. Je vais vous laisser ici. Ok, Euh, merci. et alors, on se revoit tous ensemble vendredi matin. Et là, on fait toute la matinée ensemble, si je me souviens bien. C'était une bonne semaine, une bonne journée. Bonne journée, monsieur. C'est la Au journée, au revoir. revoir. Au revoir. Merci, au revoir.